Salut tout le monde. Donc, la guerre d'Irak en 2003 avait déplacé le centre de gravité de la lutte menée à l'échelle internationale à l'époque, au départ de la mondialisation capitaliste, ça les grands rassemblements qu'il y avait dans les années 2000. Donc le centre de gravité de la bagarre s'était déplacé vers un mouvement contre la guerre, sous l'impact de la guerre impérialiste en Irak. Vous avez, pour les camarades qui étaient militants à l'époque, vous avez poussé à redécouvrir la notion d'impérialisme, à revisiter. Une redécouverte qui s'était faite sous le signe de la guerre sans limite, menée en commun par les grandes puissances contre les peuples, y compris contre leurs propres travailleuses et travailleurs, contre les travailleurs de leur propre métropole de la part de Bush, Blair, Sharon, Poutine, Chirac. C'était ça le slogan. C'était Bush, Blair, Sharon, Poutine, Chirac, justice en Palestine, pour dire. Guerre contre les peuples, guerre qui était faite à l'autre bout du globe et en commun par les grandes puissances. Aujourd'hui, la situation est différente. Et c'est encore une fois sous l'impact de guerre en Ukraine, avec le spectre d'un conflit qui se rapproche de nous, et de l'éventualité d'un conflit entre grandes puissances, qui nous conduit, 20 ans après, à revenir à nouveau sur cette notion d'impérialisme. Et peut-être une autre remarque d'actualité avant de revenir à l'histoire de la liste. La question de la guerre, de l'impérialisme, du militarisme n'est déjà pas bon point qu'il y a 20 ans, une question lointaine. L'armée intervient, est intervenue dans le débat politique public en France, en Grande-Bretagne. Elle intervient, les forces de répression nous disposent nous-mêmes de manière physique, bien plus importante qu'aujourd'hui, manifester un pays comme la France. C'est aussi ce qu'on fait de force armée. L'encadrement militaire de la jeunesse, avec le service national universel, voit que l'armée, le militarisme, l'impérialisme passe un peu trop loin, ça commence à toucher le. Pour essayer de discuter de ce que ça veut dire l'impérialisme au XXIe siècle, j'ai annoncé, on va faire un très long détour. Ça va être ça une grande partie de ma présentation par l'impérialisme au XXe siècle. Donc la première série de remarques que je vais faire, c'est sur la découverte de la notion de l'impérialisme. La découverte de l'impérialisme. À l'époque de la Deuxième Internationale. Donc la découverte de l'impérialisme, c'est le titre, y compris d'un livre dont je parlerai à la fin, mais dans son projet de critique de l'économie politique, d'analyse du capitalisme, Marx avait prévu d'écrire, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, avait prévu d'écrire 6 livres, d'accord, dont le dernier, le 6e, devait porter sur le marché mondial et les crises, sur le fonctionnement du système capitaliste à l'échelle mondiale. C'est le dernier, le 6e. Et je ne sais pas si vous savez, mais il n'a pas. Combien de livres il a écrit sur les 6 ? Il n'en a même pas écrit un de son vivant. Il en a publié le premier tiers, le volume 1. Et le volume 2 et le volume 3 du livre 1 ont été publiés de manière posthume par Engels. Bref. Donc c'est pour dire que Marx ne nous a pas laissé, malheureusement, il n'a pas eu le temps d'expliquer ce que c'était que le système capitaliste mondial, comment on était censé analyser ça. Et donc, pendant longtemps, on a été obligé de s'appuyer sur ses premiers écrits. Et l'écrit de référence pendant longtemps, ça a été le manifeste du Parti communiste. Et donc je vais vous en lire un extrait. Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication,
la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine. Bon. Et si vous voulez, au moment où Marx écrit le Capital, il y a deux thèmes, si vous voulez, dans le manifeste du Parti communiste, deux registres. Il y a le registre, le registre de l'extension mondiale du capitalisme qui étend la civilisation, y compris à l'encontre de la barbarie, donc avec une terminologie qui peut être lue de manière eurocentriste. Et en même temps, le jeune Marx attire notre attention sur les moyens économiques de l'universalisation de la domination capitaliste sur le monde. Bref. Ce à quoi je veux en venir, c'est que à la fin du 19e siècle, on a une double expansion en parallèle du capitalisme d'un côté, qui prend un nouvel essor, et du mouvement ouvrier. Comme le disent un certain nombre d'auteurs dont je parlerai à la fin, l'artillerie lourde dont parlait Marx, qui est le bas prix des marchés, le développement du marché à l'échelle mondiale, la diffusion, on va dire, du commerce, qui était le moyen par lequel Marx pensait, avait assisté de ses yeux à l'extension de la domination capitaliste. En fait, c'est un autre type d'artillerie lourde qui est utilisé à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, après la mort de Marx. C'est la vraie artillerie lourde. À ce moment-là, le système capitaliste étend sa domination par les armes, par l'expansionnisme militaire. Pour conquérir des marchés, des matières premières et des sphères d'investissement, c'est la force armée qui est utilisée par les grandes puissances contre les concurrents et contre les peuples indigènes pour étendre sa sphère d'activité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau moyen d'étendre la domination capitaliste au globe, elle est faite en réaction à une crise qui a eu lieu dans les années 1870. Et au bout d'un certain temps, les principales puissances, en premier lieu le capitalisme anglais, qui est la puissance dominante et de très loin à l'époque, elles se lancent à la conquête du monde, à la conquête militaire. Alors le premier acte de ce nouvel impérialisme britannique, c'est l'invasion de l'Égypte. Je fais une très brève histoire de l'impérialisme à cette époque-là. L'invasion de l'Égypte en 1882, qui inaugure la ruée vers l'Afrique des autres puissances impérialistes. C'est à ce moment-là, vous avez sûrement entendu parler, en 1885, de la conférence de Berlin. C'est toutes les grandes puissances qui se réunissent autour d'une table et qui partagent l'Afrique, qui se partagent l'Afrique. Bon. Vous avez à la fin du 19e siècle une série de guerres menées par l'impérialisme britannique en particulier et américain de l'autre, la guerre hispano-américaine en 1898, où les États-Unis prennent possession de ce qui reste des colonies espagnoles dans les Caraïbes et dans le Pacifique avec les Philippines. Ils prennent Cuba et ils prennent les Philippines. Bon. Vous avez la guerre des bourgs, menée par l'impérialisme anglais, qui en gros prend possession de ce qui va devenir l'Afrique du sud du continent africain, entre 1899 et 1902. Et à cette même époque, donc il y a non seulement une extension mondiale des conquêtes militaires par la guerre, ce qui n'avait pas été le cas de l'époque de Marx. Je ne sais pas si j'ai été clair au début. Bon. Mais là, c'est par le fer et par le sang des guerres qui sont menées aux quatre coins du globe. Et vous avez, dès la fin du 19e siècle, au tournant du siècle, le spectre de l'affrontement
entre les puissances qui commencent à arriver. Il y a par exemple, il y a eu plusieurs incidents où on est passé à 2 doigts d'une guerre entre puissances. Un des plus connus, c'est l'incident de Fashoda. La crise de Fashoda, c'est dans l'actuel Soudan du Sud, où on est passé à 2 doigts d'une guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Et où finalement ils disent, bon, on se répartit, toi tu prends cette partie-là et moi je prends l'autre, en gros. Hein. Bon. Et je ne peux pas m'en empêcher, petite remarque par rapport à l'impérialisme français, j'allais dire Luc Ferry, mais ce n'est pas Luc Ferry, c'est Jules Ferry. Il a fait 2 choses, cet homme-là. Il est connu pour, on va dire, la refondation de l'école bourgeoise d'un côté, mais c'est surtout le principal architecte de l'expansion coloniale française. L'instauration d'un protectorat français en Tunisie, 1881, c'est lui. Le traité qui codifie l'occupation militaire de Madagascar, c'est lui, 1885. L'exploration et la conquête du Congo, du Niger, et de toute la région du Congo et du Niger, c'est lui. La conquête de l'Indochine, c'est lui. Le traité de paix, entre guillemets, de conquête, là encore, avec la Chine, c'est lui. C'est pas mal quand même. Bon. Mais ce qui est frappant, à cette époque-là, c'est qu'on n'a pas simplement le capitalisme qui réussit à se redévelopper, après une période de crise au milieu du dans les années 1870, qui réussit à renouer avec une longue période de croissance grâce à cette expansion coloniale. On a aussi à ce moment-là un mouvement ouvrier presque de manière parallèle, si vous voulez. Un mouvement ouvrier qui lui aussi se développe de manière très forte et qui lui aussi conquiert de nouveaux territoires. Bon. Et c'est quelque chose qu'on a perdu de vue, c'est la force de la deuxième internationale, c'est-à-dire de la deuxième tentative organisée, d'organisation des travailleurs à l'échelle internationale. Il y a eu la première internationale de l'époque de Marx, et on a en 1889, c'est-à-dire à peu près à la même période que l'expansion coloniale, on a le congrès de fondation de la deuxième internationale, à Paris, avec des partis et des syndicats de masse, en particulier en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, mais en gros principalement en Europe et en Amérique du Nord. Et on a aujourd'hui, je pense, très largement oublié la force et tout ce qu'on doit politiquement à ce mouvement ouvrier-là qui a réussi à organiser à l'échelle internationale, juste avant la Première Guerre mondiale, l'estimation du nombre de membres de la Deuxième Internationale, c'était entre 10 et 12 millions de membres, donc ça se compte en millions, et 50 millions d'électeurs ou de sympathisants, donc c'est énorme. Et pour vous donner une idée de la base politique sur laquelle a été fondée la Deuxième Internationale, sous la supervision d'Engels. À l'époque, Engels était vivant et il a en grande partie supervisé l'organisation du Congrès de Paris de 1889, pour vous donner une idée. Donc je vous lis la deuxième résolution, les résolutions de cette époque-là. Camarade me le faisait remarquer juste avant, c'était des résolutions très courtes, d'1 ou 2 pages, beaucoup plus lisibles que ce qu'on peut y compris nous-mêmes écrire, donc très très court, c'est un texte agréable à lire, très court. L'Internationale socialiste ouvrière, en son congrès de Paris, affirme que l'émancipation du travail et de l'humanité, des travailleurs et de l'humanité, ne peut avoir lieu sans l'action internationale du prolétariat, organisée sur la base de partis de classe, partis qui se saisissent du pouvoir politique à travers l'expropriation de la classe capitaliste en vue de l'appropriation sociale des moyens de production. Bon, c'est très très loin de la social-démocratie du PS d'aujourd'hui. Hein. On est sur, si vous voulez, la social-démocratie, la deuxième internationale de cette période-là, a été basée à unifier un mouvement ouvrier massif sous la bannière du marxisme. Et aujourd'hui encore,
avec à la fois cet objectif de prise du pouvoir par les travailleurs affirmé de manière très nette, des campagnes pour des objectifs comme la journée de 8 heures, comme la protection, comme la Sécu, le droit de vote, le suffrage universel, le droit de vote des femmes. Et on a tendance à l'oublier, mais 2 dates du calendrier sont directement dues à l'activité de la Deuxième Internationale. Le 1er mai. Le 1er mai, c'est le congrès de fondation de 1889, qui reprend une initiative du mouvement ouvrier américain de dire le 1er mai, partout aux États-Unis, il doit y avoir des manifestations et des grèves pour la limitation de la journée de travail à 8 heures. Ce que fait la Première Internationale, il dit on va faire ça partout dans le monde. Et au départ, c'est ça le 1er mai, et ça a fini par être la journée de mobilisation internationale des travailleurs. Et le 8 mars, la journée internationale des travailleuses a été créée sur initiative de l'internationale, de la Deuxième Internationale, en 1910, cette fois-ci. Bon. Et les grandes forces de cette organisation, j'insiste peut-être beaucoup, parce qu'on on aborde très souvent cette internationale sous l'angle de la trahison au moment de la Première Guerre mondiale, j'y reviendrai après. Mais les grandes forces de ces millions de travailleurs organisés sous la bannière du marxisme, c'était de dire toutes les questions fondamentales, aucune ne pourra être résolue sans la prise du pouvoir par les travailleurs. C'était une affirmation constante. Ceux qui transformeront le monde, c'est la classe ouvrière. La centralité de la classe ouvrière c'était une évidence, un fil rouge dans l'ensemble des prises de position. Et les prises de position n'étaient pas simplement centrées on va dire, sur la classe ouvrière prise en un sens sur l'entreprise. C'était des prises de position internationalistes contre toute forme de restriction à l'immigration, pour les droits des femmes, avec y compris une caractérisation de la lutte pour les droits des femmes comme étant centrale. Voilà. Les faiblesses, évidemment, de cette organisation étaient visibles dès l'époque. Plus qu'un parti mondial, une organisation centralisée, capable d'agir de manière coordonnée, il s'agissait d'un réseau, sans direction, capable de garantir l'application coordonnée à l'échelle internationale des décisions prises. Une internationale, deuxièmement, qui était, comme je l'ai dit, principalement, quasi exclusivement présente dans les pays capitalistes les plus développés, en Europe et en Amérique du Nord. Une organisation qui n'avait pas de vision nette de comment on passerait de la lutte pour des réformes comme la journée de 8 heures à la révolution. On ne savait pas trop comment ça serait fait, et il y avait des débats constants sur le rapport entre réforme et révolution, et la tolérance d'une aile ouvertement réformiste et opportuniste qui a grossi de manière constante à l'intérieur de cette organisation-là, vu que ce n'était pas une question clarifiée, et surtout, un décalage entre les résolutions sur le papier et la pratique quotidienne qui a été de plus en plus dominée par la routine parlementaire et syndicale. Bon. Donc voilà, je fais ce long détour pour l'impérialisme. La notion, elle est inventée, elle est élaborée dans ce contexte-là, d'une conquête de plusieurs des puissances capitalistes qui partent à la conquête violente du globe, qui sont en conflit, qui menacent d'éclater entre elles, mais qui n'éclatent pas encore, et d'un mouvement ouvrier qui gagne en force, qui est sur une phase de croissance qui paraît inexorable, et qui prend une position en disant « ce système-là est irréformable, et il faut s'opposer, y compris à la guerre ». C'est la position officielle de 12 millions de travailleurs organisés dans le monde. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, je vais insister sur les traditions anticolonialistes et antimilitaristes de cette organisation-là. Je vais juste vous lire. Je ne vais pas avoir le temps, là, je suis déjà long.
je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je ne vais pas vous lire voilà, la condamnation du colonialisme. La prise de position pour l'indépendance des colonies était une tradition justement qui venait de Marx, malgré les formulations ambiguës, on va dire, du manifeste. Mais l'indépendance des colonies, si tu prends les prises de position des congrès de la social-démocratie allemande, du Parti ouvrier français, c'était, bah oui, on est pour l'appui aux soulèvements coloniaux, etc., etc. Et vous avez une tradition antimilitariste extrêmement forte. Pareil, je vais vous lire juste des petits extraits. Une des résolutions adoptées au congrès de fondation de la Deuxième Internationale à Paris, le titre de la résolution, ça va nous faire bizarre, mais ça s'appelle « Abolition de l'armée permanente, armement général de la population ». Le Congrès international socialiste des travailleurs de Paris, donc tu vois, ça c'est les socialistes, c'est la Deuxième Internationale, c'est censé être les traîtres. Donc le Congrès international socialiste de Paris, considérant que l'armée permanente, autrement dit la force armée au service de la classe possédante, et la négation de tout fonctionnement démocratique ou républicain, que c'est l'expression militaire, oligarchique ou monarchique, du régime capitaliste ou monarchique ou oligarchique, pardon, je traduis un peu à la volée, et est un instrument de coup d'État réactionnaire et d'oppression sociale, considérant que l'armée permanente et sa politique offensive et que sa politique agressive, de manière inhérente, dont elle est l'organe, est le résultat et la cause d'un système de guerre agressive et pose un danger constant en termes de conflits internationaux. Ce système doit laisser place à une politique démocratique et pacifique défensive, à l'organisation de la nation tout entière, entraînée et armée, pas pour la pillage et la conquête, mais pour la défense de son indépendance et de sa liberté. Je saute le milieu. L'armée nationale ou la nation armée formée par tous ses citoyens mobilisables, organisée par district, de manière à ce que dans chaque ville, dans chaque canton, que chaque ville, chaque canton ait son propre bataillon. C'est-à-dire, en gros, ils disent, bah voilà, nous, ce qu'on me dit, c'est pas qu'il y ait une armée professionnelle, c'est pas qu'il y ait une armée permanente professionnelle séparée de la population, c'est que toute ville, tout canton doit avoir son propre bataillon, composé de citoyens qui se connaissent les uns les autres, armés, équipés et prêts à marcher, si nécessaire, en 24 heures. Chacun devra avoir sa propre arme et ses munitions chez lui, comme en Suisse, pour la défense de la liberté publique et de la sécurité nationale. Voilà. Donc la Deuxième Internationale, excusez-moi, c'était peut-être un peu lourd dans la citation, mais c'était ça, quoi. C'était de base, bah écoute, c'est pas juste qu'on est contre la politique que tu mènes, c'est qu'on est contre ton existence. C'est pas sur l'armée, c'est pas bien d'aller faire des guerres, on est contre ton existence même. Et que tout le monde soit armé, que les travailleurs et les travailleuses soient armés. Bon, c'était ça la base, quoi. Bon. Mais, comme tout le monde, cette internationale-là a été un peu surprise par ces nouveaux tournants des événements, d'une conquête du monde à la pointe des baïonnettes, on va dire, et des canons. Cette brutalité et cette puissance décuplée, ces conflits internationaux, quelle a été la réponse donnée par la Deuxième Internationale? Eh bien, ça a été une prise de conscience précoce et tout à fait correcte, presque prophétique. Je suis peut-être un peu trop positif. C'est-à-dire que très tôt, c'est-à-dire au moment où les puissances impérialistes qui se constituent étendent leur domination au monde, c'est-à-dire vraiment à toute fin du 19e, début du 20e siècle, au même moment, le deuxième congrès de Paris, je crois que c'est le 5e congrès de la Deuxième Internationale, en 1900, se réunit et prend la décision de dire quoi? C'est Rosa Luxembourg, vous imaginez, vous avez un congrès comme nous là, et ils doivent être 500 délégués, et c'est Rosa Luxembourg qui fait le rapport sur la guerre, le militarisme et l'impérialisme, et où elle réaffirme la notion de dissolution, de remplacement de l'armée permanente par l'armement général de la population, et où il y a, par acclamation, à l'unanimité, le rapport qu'elle soumet au vote donc est adopté par l'ensemble du Congrès en disant
c'est pas simplement le rapport, mais l'intervention qu'elle fait au Congrès, elle dit il faut partout, c'est un tournant de l'histoire mondiale qu'on est en train de vivre, elle dit c'est un tournant de l'histoire mondiale. Et aujourd'hui, la question de la guerre et de l'opposition dans la rue à la guerre de manière internationale devient la question politique centrale. Et là, le Congrès de Paris, tout le monde applaudit. Ouais. C'est la doctrine officielle du mouvement. Et c'est réel. C'est la conviction de centaines de milliers de militantes et de militants qui transmettent ça autour d'elles et d'eux. C'est ça la politique. C'est-à-dire au moment où c'est vraiment cette évolution parallèle, c'est ça qui est étonnant pour nous aujourd'hui, d'un système capitaliste qui se renforce, mais aussi d'un mouvement ouvrier qui au début dit, qui répond à la hauteur, au début. Après, ça se gâte. Le deuxième épisode, c'est quoi? Presque au même moment, il y a une controverse qui, d'un certain point de vue, est connue, y compris parmi nous, ce qu'on a appelé la crise du marxisme, la discussion sur le révisionnisme. J'espère que je ne vais pas être assommant. Si vous voulez, à ce moment-là, un théoricien qui était un ami d'Engels et de Marx, qui s'appelle Bernstein, déclare, c'est-à-dire sur la base de ce développement régulier du capitalisme qui se développe, il dit c'est faux ce qu'a dit Marx sur le fait de dire que le capitalisme est instable et va à sa perte. Il peut évoluer de manière pacifique vers le socialisme. Et quelque part, Rosa Luxembourg, on connaît quelque part la réplique magnifique, entre guillemets, oui, de Rosa Luxembourg, qui explique que non, sur le plan théorique, toute la, on va dire, toute la remise en cause de la dialectique, sur le plan politique, toute la remise en cause du caractère révolutionnaire du marxisme, qui a été réfutée en disant non, on est contre toute ta théorie réformiste, c'est la révolution qui est la solution, et qui a été y compris réaffirmée, y compris pareil dans les congrès de la Deuxième Internationale, mais il y a un autre aspect dans cette controverse qui est moins mis en lumière, c'est que Bernstein et la droite qui se constitue dans l'international, à partir de ce moment-là, dit il y a un colonialisme socialiste qui est possible. Nous pouvons éclairer les peuples par le biais de la colonie, exporter la civilisation sous une forme socialiste. Et pareil, c'est battu en brèche, c'est mis en minorité ce point de vue, c'est-à-dire il est vraiment battu à plat de couture, tout le monde dit t'es minot mon pote, y compris sur le colonialisme. Et voilà, le débat a aussi eu lieu sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans la période qui succède, au début du XXe siècle, après cette espèce de grand moment de prise de position. Voilà, oui, et j'ai oublié de dire, sur le plan politique aussi, ce que disait Bernstein, c'était qu'il justifiait la participation, j'oublie la question la plus importante et la plus connue, mais de participation à des gouvernements bourgeois, capitalistes, qui, selon lui, étaient admissibles. On peut participer à des gouvernements bourgeois, puisque, quelque part, le fonctionnement normal du système capitaliste, si on le tire à gauche, peut évoluer vers le socialisme. Bon, tout ça est battu en brèche, est minorisé, mais vous avez, dans la période qui succède, une double dynamique par rapport à la question. Oui, et donc il y a la question du colonialisme et de l'impérialisme, où il y a un début d'élaboration aussi théorique. Les premières analyses marxistes de l'impérialisme, on parle de Lénine, on parle de Rosa Luxembourg, mais en réalité ça a été un effort collectif, et les deux premiers militants à avoir, ils ne sont pas connus du tout, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Lévy et Max Beer, voilà, un Autrichien, un Français, qui ont écrit les premières analyses marxistes de l'impérialisme, très, quelque part, beaucoup moins développées que celles de Lénine, mais qui disaient l'impérialisme, la guerre et le colonialisme tel qu'il se développe à l'échelle mondiale n'est pas le produit de la volonté d'individus ou même de gouvernements ou même d'une puissance, mais est lié au fonctionnement du système capitaliste. Ça, c'est dit 1897, 1901, vous avez les premières, à ce même moment-là, à ce moment du tournant, un début de théorisation marxiste, la notion d'impérialisme commence à être codifiée. Bon. Mais à partir de ce moment-là, on a un double mouvement. On a un mouvement d'approfondissement théorique et politique de qu'est-ce que ça veut dire de dire, bah voilà, il y a l'impérialisme qui se développe et c'est lié au capitalisme, et en même temps, un mouvement d'adaptation
au sein de cette social-démocratie, de ce mouvement socialiste, officiellement révolutionnaire anticapitaliste, mais on a d'un côté, donc je disais un approfondissement, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, pareil, je vais vous faire le congrès de 1907, le congrès de Stuttgart, congrès de la Deuxième Internationale. Vous avez une partie des partis socialistes qui reprennent en fait le point de vue de Bernstein en disant bah oui, une colonisation socialiste est possible. Et si vous voulez, ce qui déclenche ça, peut-être que je rentre trop dans le détail, mais bon, je rentre dans le détail, tant pis. En 1907, le Congrès se réunit juste après les élections en Allemagne, qui sont un revers pour le vaisseau amiral de la Deuxième Internationale, qui est la social-démocratie allemande. La social-démocratie allemande, je ne rentre pas dans le détail, mais en 1912-1914, ils avaient 86 journaux quotidiens. 86. Un par région, un par département, un pour les jeunes, un pour les vieux, un truc de ouf. C'était une contre-société, du berceau à la tombe, au bar, en sortant du taf, au boulot. Une grande partie des ouvriers allemands vivaient, et des ouvrières, des jeunes, des vieux, vivaient dans un environnement socialiste, collectif, de lutte, en disant on a notre propre monde, les ouvriers, contre le capitalisme. Bon. Et avec l'idée de on se renforce petit à petit, et un des éléments fondamentaux, y compris une des mesures de ces succès, c'était le nombre de députés élus au Parlement. Et vous avez une augmentation quasiment constante jusqu'en 1907 du nombre de votes et de députés au Reichstag, au Parlement allemand. Mais en 1907, il y a une guerre et un génocide conduit dans l'actuelle Namibie par l'impérialisme allemand, extrêmement violent, très très peu, y compris dénoncé à l'époque. Et le gouvernement allemand s'appuie sur l'exaltation de la mission de l'Empire allemand. Et si vous voulez, en gros, il y a un revers électoral. Et la direction, une partie de la direction, la droite, en gros, de la social-démocratie allemande, du Parti socialiste allemand, dit si on dénonce trop le colonialisme, le gouvernement, nous, on a perdu des députés à ces élections-là, en 1907, qui ont lieu en même temps que cette guerre en Namibie, et les réacs, la droite a augmenté. On ne devrait pas, il faut mettre la pédale douce. Vous voyez, 1907, pédale douce sur le colonialisme et sur l'impérialisme, et pédale douce sur le militarisme, sur la dénonciation du militarisme. 1907, c'est le moment où Karl Liebknecht, un militant qui est devenu très connu par la suite et qui était déjà un peu connu à l'époque, qui était la figure de proue du militantisme dans la jeunesse et du militantisme anti-impérialiste. Et parce qu'il avait sorti, en gros, une brochure qui défendait l'abolition de l'armée permanente, toujours ce thème, il est condamné en 1907 à 18 mois de tôle. Il va en tôle. Et donc, la direction de la social-démocratie dit c'est chaud. Donc, et le congrès international de la Deuxième Internationale en 1907, officiellement, il y a un vote qui est gagné de justesse. Mais c'est une position pro-colonialiste qui gagne 45% des voix au congrès de Stuttgart. Voilà, c'est quand même, on voit qu'il y a à la fois, si vous voulez, un mouvement d'approfondissement petit à petit. On a une partie de la social-démocratie qui approfondit, qui comprend, si vous voulez, pour essayer de résumer les apports qui ont été ceux de quelqu'un comme Hilferding et de Rosa Luxembourg, et de toute une série d'autres. Si vous voulez, l'idée qu'ils ont développée, c'était de dire c'est le fonctionnement même du capitalisme qui s'est mué, qui a changé de forme avec la domination de ce qui s'est appelé, et la notion est d'origine marxiste. Elle a été inventée par les marxistes, elle a été en particulier codifiée par Hilferding, c'est pas lui qui l'a inventée, mais il l'a reprise d'un autre marxiste.
en disant on a une fusion entre le capital bancaire d'un côté et le capital industriel de l'autre. Les entreprises industrielles ont de plus en plus besoin de crédit, de se rapprocher des banques pour élargir leur périmètre d'opération, et les banques poussent au regroupement d'entreprises pour protéger en gros leurs investissements, pour les sécuriser. Et donc on a de nouvelles formes d'entreprises qui sont à la fois issues de la centralisation, du regroupement d'un nombre grandissant d'entreprises et de la fusion entre des banques et des groupes industriels. Et ça, la fusion entre capital bancaire, capital industriel, c'est le capital financier. C'est ça le capital financier. C'est pas juste de l'argent pour de l'argent, oui, il y a ça. Mais c'est aussi le rapprochement entre deux, en gros, types d'entreprises et de formes de capitaux qui fusionnent. Et j'anticipe un tout petit peu, mais si vous voulez, et ça c'est la brochure de Lénine qui sort en fait pendant la guerre, hein. L'impérialisme, statut suprême du capitalisme, c'est ça, tout est dans le titre. L'impérialisme, ce n'est pas une politique menée par des grandes puissances, qui pourrait, quelque part, si c'est une politique, ça veut dire que tu peux changer de politique. Tu pourrais avoir une politique pacifique. Non. C'est un stade suprême du capitalisme. C'est un mode de fonctionnement. C'est une période. Lui, il codifie ça en 5 points. Je vous les cite, ils sont utiles. C'est la concentration de la production et du capital, parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé des monopoles, des multinationales, si vous voulez. C'est des multinationales, dont le rôle est la décision. Deuxièmement, la fusion du capital bancaire et du capital industriel, capital financier, je vous ai déjà dit. Troisièmement, l'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière. En gros, au début du 19e siècle, jusqu'au milieu du... Essentiellement, ils vendaient leurs marchandises, y compris dans des pays qui n'étaient pas dominés par des grandes entreprises, et ils faisaient leur beurre comme ça. Là maintenant, c'est on investit dans les 4 coins du globe, et pour s'assurer que les autres puissances et les peuples indigènes ne nous empêchent pas de faire notre business, on envoie l'armée. C'est ça. Bon. 4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde. C'est-à-dire qu'on a, voilà, quelque part, c'est pas simplement... Je disais, j'anticipais un peu, c'est-à-dire... Number 4. C'est la formation, en gros, de multinationales. Ça se répète un peu avec le premier point. En gros, c'est pas juste des grosses boîtes, c'est y compris des cartels internationaux. Et 5, fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes. Bon. Donc on a dans la deuxième internationale à la fois une compréhension qu'on est face à un système capitaliste qui mue génétiquement, si vous voulez. Il change, mais c'est génétique. Et donc il faut le détruire. Pour détruire l'impérialisme, pour détruire la guerre, il faut détruire le capitalisme. Mais vous avez aussi de plus en plus une aile qui s'adapte à ce fonctionnement-là et qui dit si on veut continuer à se développer de manière pacifique et graduelle, il ne faut pas mettre en cause justement les aspects les plus difficiles, avec lesquels c'est le plus difficile de se battre. L'État, et en particulier son appareil de répression, qui est l'armée et la police. On a, y compris, des théorisations qui, à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est pas simplement qu'on a d'un côté une adaptation et de l'autre un approfondissement de la compréhension de l'impérialisme. On a, et ça apparaît ouvertement à partir de 1910, un fractionnement, une différenciation politique entre un centre, une gauche et une droite, qui maintenant n'ont plus les mêmes positions. On n'est plus exactement on adopte les mêmes positions et au fond on est tous d'accord. On a une division avec donc cette droite ouvertement colonialiste, une gauche autour de Rosa Luxembourg, des bolcheviks et d'un certain nombre d'autres militantes et de militants qui continuent à affirmer les positions révolutionnaires, on va dire, à la fois traditionnelles et en même temps en l'enrichissant justement. C'est autour de l'impérialisme quelque part qu'on voit clairement ces 3 positions. Il y a ceux qui disent le colonialisme, c'est bien. Ceux qui disent le colonialisme et l'impérialisme, il faut le renverser, la gauche. Et le centre qui dit
En théorie, il faudrait le faire, mais on ne peut pas. C'est trop dur. C'est ça que dit Kautsky. Kautsky, si vous voulez, entre 1907 et 1910, c'est très déroutant ces textes. Il te fait tout, en gros, il te fait une brochure, un article où il dit l'indépendance des colonies, parfait, nickel, c'est ça qu'il faut faire. Mais à l'heure actuelle, le soulèvement des peuples opprimés et des travailleurs dans les métropoles, c'est trop dur, ils sont trop forts, il vaut mieux pas le faire maintenant. Bon. Et si vous voulez, Kautsky, au bout d'un moment, cette position-là, elle ne tient plus, et il finit par changer de position. Entre 1910 et 1912, la majorité bascule. Alors que c'était des positions, on va dire, qui révolutionnaires sur le papier, comme en 1907, à Stuttgart, qui prédominaient, entre 1910 et 1912, on a un basculement. C'est la droite, en réalité, qui devient dominante dans la deuxième internationale. Autour de quoi ? Autour d'un axe théorique, en gros. Kautsky, il dit, ce qui est en train de se développer, c'est l'ultra-impérialisme. Il dit, il part de quelque chose de réel. C'est vrai, comme le dit Lénine dans son résumé en 5 points, c'est vrai que petit à petit, il y a une forme d'internationalisation du capital. Et il dit, cette internationalisation pousse à l'effacement des conflits entre puissances. Il y a les multinationales, les liens entre les différentes entreprises vont être tels que, automatiquement, sans besoin de renversement, l'impérialisme se mue en ultra-impérialisme. C'est une notion qui est intéressante, vous verrez pourquoi. Mais qui a servi en fait à justifier la passivité et l'adaptation. Politiquement, au moment où Kautsky théorise cet ultra-impérialisme, et c'est le terme qu'il emploie, ultra-impérialisme, il dit, au lieu de la revendication qu'il faut défendre, que ce soit dans la rue ou au Parlement, c'est pas un sou, pas un homme pour la guerre, c'est pas abolition de l'armée permanente, c'est désarmement. Il faut un désarmement. Il faut convaincre une partie de la bourgeoisie qu'elle-même n'a pas intérêt à la guerre. Il faut un arbitrage international des conflits. Des arbitrages internationaux. C'est l'anticipation de l'ONU, de la Société des Nations. Bon. Et où est-ce que j'en étais ? Oui, le désarmement. Et donc il y a une révision. Là, clairement, il y a un changement de position. Il dit, c'est plus l'armement général du peuple, c'est plus la confrontation avec l'impérialisme, c'est le désarmement. Il faut demander au gouvernement qu'il soit plus gentil, qu'il soit moins agressif. Bon. Et on a une espèce de, si vous voulez, de moment un peu trompeur dans l'histoire du mouvement ouvrier, je dirais. Alors peut-être qu'on dira que j'ai tort, mais juste avant la guerre, en 1912, le dernier congrès de la Deuxième Internationale, enfin le dernier congrès avant la trahison, le congrès de Bâle. Si vous lisez, franchement, il faut lire, il faudrait qu'on le distribue. Le manifeste de ce congrès-là, c'est le seul texte qui est adopté. Et tout le monde sait qu'il va y avoir la guerre. Et ce texte-là est magnifique. Et même aujourd'hui, nous aide. Et dit, si il déclenche la guerre, il faut tenter d'empêcher la guerre par tous les moyens, y compris par la grève générale, y compris en tentant de renverser le système capitaliste en utilisant la situation de guerre. C'est ça que dit le manifeste de Bâle. Bon. Mais c'est un texte qui reste lettre morte. Qui reste lettre morte. Aucune mesure pour organiser la grève et un soulèvement insurrectionnel contre la guerre n'est organisé. Et quelque part, c'est marrant parce que ceux qui ont été peut-être clairvoyants à cette époque-là, c'est les futurs gauchistes. Quelqu'un comme Pankouk, révolutionnaire néerlandais, et ses camarades ont dit plus tard, enfin à l'époque et plus tard, ils l'ont raconté aussi plus tard, en disant 1912, on a donné une fausse impression d'unanimité. La bourgeoisie a vu que ceux qui étaient
les révolutionnaires on n'a pas assez ouvertement mené le débat sur les moyens pratiques d'empêcher la guerre, et la bourgeoisie a vu qu'elle pouvait y aller. En surface, tu as une déclaration extrêmement radicale, et par exemple Lénine, Rosa Luxembourg font référence à ce manifeste de Bâle, en disant ils ont trahi ce manifeste, parce que qu'est-ce qui se passe? Le 4 août 1914, vous connaissez probablement, beaucoup d'entre vous, cet épisode, alors qu'on a toutes ces positions qui ont été votées, y compris 2 ans auparavant, le manifeste de Bâle qui dit « s'il y a la guerre, on fout le bordel et la grève générale et la révolution ». En gros. Bon. Le 4 août 1914, les députés allemands de la social-démocratie, les représentants officiels du mouvement ouvrier, le vaisseau amiral, le joyau du mouvement ouvrier, à la tête d'une machine de guerre, votent les crédits de guerre, disent « oui, on appuie la guerre de notre propre gouvernement, de notre propre État ». Lénine, quand il a reçu le compte-rendu des débats de congrès et le journal du Vorwärts, c'est-à-dire le quotidien central du Parti socialiste allemand, il a dit « c'est pas possible, c'est un faux fabriqué par l'état-major allemand, par l'armée allemande. Il n'y a pas cru. » On croyait que c'était une ruse pour tromper, et non. Il y a eu une trahison, et le discours, si tu lis le discours, c'est hallucinant, c'est « nous ne trahirons pas, nous serons aux côtés de notre patrie allemande ». Une trahison ouverte. L'ensemble des députés votent. Même ceux comme Karl Liebknecht, celui qui s'est fait enfermer en 1907, et qui plus tard devient la figure de proue, accepte la discipline. Dans le débat entre les députés, il dit il faut voter contre. Mais il dit c'est le Parti ouvrier qui reprend toute la classe ouvrière, je me soumets à la discipline. Il se fait engueuler par Rosa Luxembourg, il se fait engueuler par les militants de Berlin qui font qu'est-ce que t'as fait? Et au final, le deuxième vote, il vote contre les crédits de guerre en décembre. Bon, ça c'est la petite histoire. Mais normalement, ils auraient dû être les derniers à être surpris par la guerre. Bon voilà, bref, c'est la trahison de la deuxième internationale. Je parle déjà depuis super longtemps, donc je ne vais pas non plus trop m'appesantir. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc tout ça, en gros, c'est le premier épisode de l'impérialisme. C'est au moment, si vous voulez, ce qui est à la fois grandiose et tragique, c'est qu'on a un exemple de la capacité du mouvement ouvrier à comprendre, au moment où les choses arrivent, même de meilleure manière que la bourgeoisie elle-même, ce qui se passe, et à commencer à se doter les moyens de s'y opposer. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais c'est important, parce que nous-mêmes, des fois, on n'arrive pas à imaginer quelle pourrait être notre propre force. Ce moment-là est un moment, on va dire, avec son côté qui indique ce qui serait possible pour un mouvement ouvrier à la fois massif et guidé par une idéologie révolutionnaire. C'est possible. Et en même temps, et donc, avec, y compris à un niveau théorique, une capacité à quelque part, l'impérialisme, c'est une des notions les plus importantes qui a été élaborée par notre mouvement depuis Marx, bon, et qui est toujours utile aujourd'hui, et on verra pourquoi. Deuxièmement, c'est quoi le deuxième épisode? Alors, c'est un peu mon topo, les parties, c'est simple. Hein. Première partie, c'est la deuxième internationale. Deuxième partie, c'est la troisième internationale. Et la troisième partie sera la quatrième internationale. Et la dernière, ce sera aujourd'hui. Je vais aller plus vite sur les autres parties, rassurez-vous. La troisième internationale, qu'est-ce qui se passe après le déclenchement de la trahison de la social-démocratie? On a en fait, sur le plan de l'impérialisme, on a un effort qui est fait de traduction théorique et pratique des implications révolutionnaires de la notion d'impérialisme. C'est ça qui se joue en fait, pendant la Première Guerre mondiale et au moment de la Révolution russe. Je m'explique, j'essaie de m'expliquer. Que fait Lénine quand juste après avoir dit, et s'est rendu compte qu'en fait c'était vrai, c'était pas du falche, putain, ils ont trahi. Tout ce qu'on a construit de nos mains pendant des années, ça a conduit à cette trahison. Qu'est-ce qu'il fait, Lénine? Il fait 2 trucs. Et les deux sont il y en a un qui est un qui est très étonnant. La première chose qu'il fait, il va à la bibliothèque et il va lire le bouquin le plus compliqué qui existe, La Grande Logique de Hegel. Il n'y a pas de bouquin de philo plus compliqué, plus difficile que la logique de Hegel, en gros. Hein. Et il lit ça pendant des mois. Il prend des notes. Ah ouais, ça c'est de la connerie. Non, putain, ça c'est bien. Pendant des mois. Et petit à petit,
Une fois qu'il a clarifié ce truc-là, il dit « Ah ouais, Hegel et tout ça, quoi ça nous aide ?» Il noircit 800 pages de notes sur l'impérialisme. 800 pages. Et qui sont très peu connues, c'est dommage. Parce que, quand on lit la brochure, la fameuse brochure l'impérialisme, statut suprême du capitalisme, et qui est fondamentale, qui est géniale, qui est super, que vous devez absolument toutes et tous lire. Mais de lui-même, il indique dans la préface, il le dit, parce que c'est sorti plus tard, il dit « Ouais, en fait, ce truc, je l'ai écrit au moment de la censure tsariste et je me suis censuré. En particulier, il y a des trucs que je ne pouvais pas dire. » Et dans ses notes, il s'explique un peu. Et après, il y a les notes, et puis après, il y a eu surtout la révolution et la réalité. Donc, c'est quoi les notes, d'abord ? En gros, je vais aller à l'essentiel. Ce que fait Lénine, c'est que ce qu'il comprend, c'est que ce qui paraît une catastrophe complète, à la fois faut quand même, on a du mal à s'imaginer ce que ça pouvait être la boucherie de la Première Guerre mondiale, et c'était une double catastrophe, la catastrophe de la guerre en elle-même et de la trahison. Bon, il y avait de quoi, franchement, perso, je ne sais pas comment j'aurais réagi, hein. J'aurais peut-être été totalement désespéré. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ce renforcement apparent et réel du capitalisme, sous la forme de l'impérialisme, il suscite son contraire. C'est pour ça qu'il lit Hegel. En gros, la dialectique, l'unité des contraires. Il dit, le renforcement du capitalisme produit à la fois de nouvelles forces révolutionnaires. Et il identifie, je suis schématique, mais il identifie deux nouvelles forces révolutionnaires. Il dit, en opprimant les colonies et les semi-colonies, c'est-à-dire les pays dont on prend le contrôle de manière indirecte et ceux dont on prend le contrôle direct, on est en train de créer des soulèvements des peuples opprimés qui vont déstabiliser le capitalisme. Nouvelle force révolutionnaire qui va apparaître sur la scène mondiale. Et il l'anticipe. Et deuxième force révolutionnaire, il dit, l'impérialisme transforme une partie de la classe ouvrière en son contraire. Il y a une aristocratie ouvrière. Il y a une partie de la classe ouvrière, la direction de la social-démocratie qui s'est transformée en ennemi. Tu vois, tu as la classe ouvrière, normalement, c'est les gentils. Il y a une partie qui se transforme en méchant, qui se transforme en aristocratie ouvrière, qui s'est embourgeoisée. Et en même temps, une partie de la classe ouvrière qui devient bien plus combative parce que plus opprimée aussi, sous le poids du militarisme et de l'oppression. Ça nous rappelle des choses. Et quelque part, en lisant ce bouquin difficilement lisible, il arrive à ces conclusions-là. Et il dit, l'impérialisme, c'est ce qui permet de comprendre que de nouveaux soulèvements vont avoir lieu et qu'il faut s'appuyer sur ces soulèvements-là. Et en particulier, il y a un débat en 1916, un des premiers signes avant-coureurs de la révolution européenne, qui a eu pas seulement russe, c'est le soulèvement irlandais. Et lui, il dit oui, alors que c'est un soulèvement minoritaire. C'est très intéressant, on n'a pas le temps de faire l'histoire du soulèvement de l'insurrection de Pâques. Mais c'est une partie des classes moyennes et une partie du prolétariat qui, ensemble, prennent les armes dans des conditions très défavorables, mais qui prennent les armes pour renverser l'impérialisme britannique, alors qu'ils sont totalement isolés. Et Lénine dit oui, c'est ça la révolution prolétarienne qui commence. Ce n'est pas un acte unique, c'est un processus qui passera par des explosions multiples et des soulèvements des peuples. Et oui, il y aura des côtés prématurés, mais il faut s'appuyer là-dessus. Alors que tu avais plein de camarades qui disaient « Non, c'est n'importe quoi. En plus, les armes n'auront pas été livrées à temps. C'était perdu d'avance. » Oui, peut-être, mais heureusement qu'ils l'ont fait. Bref. Et avance rapide jusqu'à la fondation de la Troisième Internationale. En gros, la révolution russe donne l'impulsion à la formation d'une nouvelle internationale. Et ce qui est intéressant, je vais revenir un petit peu là-dessus, Lénine élabore une nouvelle orientation très spéciale et je trouve déroutante, personnellement. Le défaitisme révolutionnaire, avant qu'il y ait la révolution. Au moment du pire isolement, de la trahison de la Deuxième Internationale, il dit « Nous devons souhaiter la défaite, chacun dans nos différents pays, souhaiter la défaite. Il dit « Il faut mener la lutte de classe jusqu'au bout, même au prix de la défaite militaire. » Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si ça veut dire que notre pays perd contre l'autre. Pas facile à tenir comme ligne, t'imagines ? Quoi ?
avec vos grèves, avec vos trucs, vous allez nous faire perdre la guerre. Oui, oui, je suis pour que tu perdes. Mets-moi en prison si tu veux. Lénine, c'était ça qu'il disait qu'il fallait faire. Alors que tu avais Trotsky et plein d'autres qui disaient non, c'est la paix, il faut militer pour la paix, sans annexation. Ce qui est juste aussi comme position. Oui. Mais lui, il disait non, c'est pas juste la paix, c'est la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. T'imagines ton journal avec la une, transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Il fallait s'accrocher pour vendre ça sur le marché. Bon. Je parle de ça, vous verrez pourquoi après. Donc avance rapide. 1920, en gros, l'internationale communiste, il y a un congrès de fondation en 1919, mais le premier vrai congrès, qui est d'ailleurs le premier congrès réellement international du mouvement ouvrier, où pour la première fois parmi les 218 délégués, il y en a 30 qui viennent de pays coloniaux ou dominés. C'est la première fois que le mouvement ouvrier est capable de s'organiser à l'échelle, pas simplement des pays capitalistes avancés, mais également Bon. À ce deuxième congrès, c'est pas ça qui est écrit. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Lénine, il dit non. Sur la banderole, il faut écrire autre chose. Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous. Je ne sais pas si, peut-être que moi, vous, ça ne vous choque pas, moi je trouve ça chaud. C'est-à-dire qu'il met quasiment au même niveau, c'est particulier quand même, les travailleurs et les peuples opprimés. Fallait oser. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'ils sont allés très loin, les bolcheviks, peut-être trop. Il faut avoir peut-être une vision critique, même, je veux dire, en toute modestie. Je veux dire, je ne le redis pas là, mais l'internationale communiste, la Troisième internationale, je veux dire, James Bond est un petit joueur par rapport à ce qu'il était capable de faire, d'organiser. Enfin, je dis James Bond, mais voilà, je veux dire, c'était un niveau d'organisation. C'était pour le coup proche d'un parti mondial réellement révolutionnaire. Je veux dire, voilà, donc, nous on est tout petit, tout modeste, donc, mais c'est juste pour dire que cette idée de dire l'impérialisme peut susciter des forces d'opposition sur lesquelles il faut s'appuyer, c'est aller très loin, c'est aller jusqu'à conférer une dignité révolutionnaire au soulèvement des peuples qui était quasiment à l'égal de celle de la classe ouvrière. Voilà. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et je vais vous citer... alors, les résolutions de la Troisième internationale sont beaucoup plus longues. Elles sont très, très bonnes. Il y a beaucoup il faut les lire aussi. Mais je vais vous lire un passage du manifeste, c'est-à-dire le texte qu'ils ont adopté pour qu'il soit publié partout, qui a été écrit par Trotsky. Le socialiste qui, directement ou indirectement, défend la situation privilégiée de certaines nations au détriment des autres, qui s'accommode de l'esclavage colonial, qui admet des droits entre les hommes de race et de couleur différents, qui aide la bourgeoisie de la métropole à maintenir sa domination sur les colonies, au lieu de favoriser l'insurrection armée de ces colonies, le socialiste, il donne un exemple, le socialiste anglais, qui ne soutient pas de tout son pouvoir l'insurrection de l'Irlande, de l'Égypte et de l'Inde contre la plutocratie londonienne, ce socialiste, loin de pouvoir prétendre au mandat et à la confiance du prolétariat, mérite, sinon des balles, au moins la marque de l'opprobre, de la honte. Donc il ne blaguait pas, en gros, avec cette question-là. C'est qu'un extrait, il y avait plein d'autres choses, mais voilà, ça ne rigolait pas avec cette question-là au niveau de l'internationale communiste. Et je vais simplement mentionner, pour donner une idée de quel problème ça pouvait poser. Bien évidemment, identifier les peuples opprimés et ce qu'on a appelé plus tard le tiers-monde comme une zone où le soulèvement, la révolution mondiale se jouait de manière en partie décisive a été quelque chose de fondamental. La résolution, et pas simplement la résolution, ce qui a été fait, ça a été une percée, la construction de partis communistes dans les pays coloniaux, même là où il n'y avait presque pas de classe ouvrière. Et c'était le pendant. Ils ne disaient pas juste on va allez-y, soulevez-vous, puis on s'en fout du gouvernement que vous aurez, vous pouvez être capitaliste, vous pouvez être socialiste, on s'en bat les reins. Non, c'était le soulèvement des colonies doit nous permettre, dans les métropoles, de prendre le pouvoir, mais doit ouvrir une brèche pour les travailleurs
du monde colonial à prendre le pouvoir, elle et il aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'un parti communiste révolutionnaire dans les colonies. C'est dit clairement dès le départ. Hein. Bon. Donc, ça a permis de développer le mouvement ouvrier tout court, hein, pas seulement le mouvement communiste et révolutionnaire, mais le mouvement ouvrier pour la première fois sur la moitié du globe. Mais c'est sur cette question-là aussi, quelque part, que ça a commencé à se barrer en live. Je ne dis pas que c'est à cause de l'orientation qu'ils avaient, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que la question nationale et la question coloniale, c'est par là que les ennuis ont commencé, pas que, mais par là que les ennuis, que la stalinisation a commencé à se manifester. J'ai juste donné 2 exemples, très connus, hein, et je ne dis pas là encore que Lénine avait raison, peut-être qu'il avait tort, mais en tout cas, lui, ce qu'il dit, là où il se rend compte, là où il dit « je romps toute relation avec Staline », est-ce que c'est un moment où il dit « je suis un bureaucrate, je restreins la démocratie au sein du pays ». Non. C'est sur la question nationale et sur l'oppression des Georgiens. En gros, je ne raconte pas l'épisode dans le détail, mais les militants du PC russe, qui sont les représentants du parti communiste russe, qui sont en Géorgie, frappent, en viennent aux mains avec les communistes du pays. Il apprend ça, et que c'est, je veux dire, des militants top niveau, qui connaissent perso, qui font ça. Et il dit, et que c'est des camarades liés à Staline. Il dit, je romps toute relation avec Staline, c'est pas possible. On est en train il a des mots extrêmement durs en disant, on est en train de refaire la même chose que le tsar. Et là, et c'est pareil, c'est vraiment incroyable à lire, le dernier combat de Lénine, de Moshe Léwin. C'est un truc de ouf, quand tu lis, tu connais l'histoire, et pourtant tu as envie qu'il gagne. Il a eu, vous savez peut-être ça, il a une première attaque qui le paralyse, Lénine, quasiment. Et il n'a plus le droit de dicter des textes, d'écrire, si vous voulez, que 1 ou 2 heures par jour. Et les 1 ou 2 heures par jour qu'il a, avant d'être définitivement paralysé, de manière secrète, il prend contact avec Trotsky, en gros, ouais, allô, Léon, écoute, c'est secret, je vous jure, c'est comme ça. Hein. S'ils avaient un portable, ça aurait été comme ça. On va préparer au prochain congrès, qui est dans 3 mois, je ne sais plus si c'est 3-4 mois, un rapport, un point spécial, on arrive et on dit, il y a un point, au dernier moment, on dit, il y a un point contre la gueule de Staline. Et on prépare un rapport de 200 pages pour dire, il doit être privé de toute responsabilité. Vous imaginez Lénine, en plein congrès, qui dit, maintenant Staline, on le dégage et je m'allie avec Trotsky. T'imagines le truc de ouf. Et ils écrivent, et ils préparent le truc, ils complotent. C'est-à-dire qu'ils dictent les textes en cachette par rapport à ça. Tu lis ça, tu es là, oh, putain, mais est-ce qu'il va y arriver et juste avant, il a sa deuxième attaque, il est totalement paralysé, il ne peut plus parler, plus rien faire. Et là, tu dis, c'est là qu'on a perdu. C'est pas là qu'on a perdu, mais c'est dommage. Et c'est sur cette question-là, que Lénine dit, ça se barre en live. C'est marrant, non? Et un des épisodes fondamentaux, pas le seul, mais sur lesquels, on va dire, le courant trotskiste se constitue, ce qui s'est appelé au départ l'opposition de gauche se constitue, c'est par rapport à la Chine. Il y a une révolution en Chine. Il y a un soulèvement en Chine. Et ce que fait Staline, je caricature à l'extrême, mais il dit il faut juste appuyer le soulèvement anticolonial et que ça fasse une démocratie bourgeoise. Voilà. Et les gouvernements bourgeois successifs appuyés par Staline massacrent les communistes et liquident une possibilité d'une révolution qui aurait complètement changé la donne au niveau mondial. Et les trotskistes disent non, il aurait fallu pousser la révolution qui au départ pouvait avoir une physionomie anticolonialiste, démocratique, et qu'elle se transforme en révolution permanente, en révolution socialiste. C'est sur cette question-là que les ennuis ont commencé, et en même temps que le trotskisme s'est constitué. Bon. Avance rapide, à nouveau, à, on va dire, quelques aspects de notre courant politique, on va dire au sens large, le trotskisme, au moment de la Deuxième Guerre mondiale et après. Et je vais être forcément, vous me pardonnerez, extrêmement... C'est plus, prenez mes remarques comme une première incursion dans une tentative de bilan de notre propre mouvement. Parce qu'une des grandes faiblesses de nos organisations, c'est de jamais avoir fait de bilan honnête
avec les forces et les faiblesses de notre mouvement. Donc prenez ça comme une tentative un peu individuelle, mais voilà, de bilan. Donc, à quoi a été confronté le mouvement trotskiste après la dégénérescence de l'URSS et la marche à la Deuxième Guerre mondiale? On a, si vous voulez, un mouvement qui a élaboré des positions qui sont aujourd'hui absolument essentielles et vitales pour pouvoir s'orienter. Je vais vous donner juste un exemple de raisonnement qui est utile pour nous aujourd'hui, mais qui en même temps ne donne pas des réponses à tout. À un moment donné, il y a, si vous voulez, Trotsky explique que dans une guerre, pour prendre position, est-ce qu'on appuie un camp, est-ce qu'on appuie l'autre, est-ce qu'on appuie aucun, il faut partir de la nature de classe des forces en présence. Est-ce que c'est des pays impérialistes? Est-ce que c'est des colonies ou des semi-colonies, des pays capitalistes dominés, si vous voulez? Et il dit, ça, c'est le critère fondamental. Si c'est deux puissances impérialistes, on ne va pas en appuyer une. S'il y a une puissance impérialiste contre une colonie, on est du côté de la colonie. Et il dit, toutes les autres circonstances sont secondaires. Par exemple, il dit, les alliances que peuvent nouer l'un ou l'autre camp, oui, on en tient compte, mais ce n'est pas ça qui détermine fondamentalement notre position. Par exemple, où le type, la forme de gouvernement, démocratique, dictatorial, fasciste, il dit, c'est secondaire. Un impérialisme démocratique, la France, par exemple, qui attaque en s'alliant avec un État ouvrier, ça c'est le cas le plus favorable en termes de régime et d'alliance pour un impérialisme. Il est démocratique en termes de régime, c'est pas une dictature, ok, et il s'allie avec un État ouvrier. C'est mieux. Et qui se bat contre un pays, par exemple, comme l'Éthiopie, dirigé par un régime féodal, pré-capitaliste, et qui s'allierait, c'est pas arrivé comme ça, mais historiquement, mais qui s'allierait avec une puissance fasciste. Eh bien, on serait quand même du côté de l'Éthiopie. Pourquoi? Parce que les travailleurs des deux côtés de la frontière auraient plus de possibilités d'affaiblir et de renverser leur propre gouvernement des deux côtés. En gros, c'est mieux de ne pas être occupé militairement si tu veux renverser, si tu veux faire la révolution, d'un côté, et c'est mieux de ne pas avoir une classe dirigeante riche, puissante et victorieuse si tu veux gagner. Je ne sais pas si je suis clair. Tout ça pour dire quoi? Que voilà, ça c'est super important pour nous. Je veux dire, on ne peut pas jeter ça par-dessus bord. Mais en même temps, je vais faire l'avocat du diable. Oui, l'avocat du diable par rapport à la force de la théorie, la capacité, on va dire, du programme en tant que tel à donner des réponses toutes faites. L'Ukraine, c'est pas un pays impérialiste. La Russie, c'est un pays impérialiste. Alors, donc on devrait être soutien à la résistance ukrainienne. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas fait que de deux pays qui s'affrontent en fait. L'Ukraine est la pointe avancée de l'OTAN. Et la pointe avancée de l'OTAN, il faut regarder ce qui s'est passé depuis 20 ans avec le déploiement militaire qu'il y a dans la zone et voir la globalité, c'est-à-dire les liens entre le gouvernement ukrainien et les grandes puissances occidentales pour voir qu'on a à la fois affaire, oui, bien sûr, que les travailleurs et le peuple ukrainien a parfaitement raison de ne pas se laisser envahir, évidemment. Mais nous n'appuyons pas un camp contre l'autre parce qu'au final, c'est un conflit interimpérialiste. Mais pour s'en rendre compte, il faut regarder l'ensemble et toujours se rappeler que l'impérialisme est un stade. Pas juste. On ne peut pas toujours faire rentrer un pays ou une situation dans une case. Mais Lénine nous a bien aidés en nous disant que c'était un stade. Voilà, c'est un stade. Et que la guerre et l'impérialisme, il faut s'y opposer, c'est la première des choses. Voilà. Je suis un petit peu abrupt et un petit peu, j'anticipe sur le débat, mais voilà. C'est dans la complexité plus grande d'un certain point de vue du monde d'aujourd'hui, enfin, de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, le programme, on va dire, marxiste, révolutionnaire,
tel que transmis en bonne partie par le trotskisme, nous est utile, mais doit être à chaque fois être un outil pour discuter d'une situation concrète et d'une orientation concrète, qui sert à t'opposer en fait à ta classe dirigeante, pas à l'accompagner. Je vais finir cette partie, et j'irai très vite sur la fin, sur la question de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de débats. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Je ne sais pas si je laisserai ça au débat. Mais je vais juste peut-être aller extrêmement vite en disant quoi? En disant que Trotsky ne se contente pas de répéter les positions de Lénine. Il dit la Deuxième Guerre mondiale n'est pas un décalque de la première, c'est une continuation qui est, à certains titres, la même, parce que c'est un conflit interimpérialiste, mais aussi différent. Et il dit quoi? Il dit, on est dans une situation, en gros, l'objectif de Lénine avec le défaitisme révolutionnaire, Lénine, c'est assez connu aussi, quelques mois avant la Révolution russe, vous savez, il dit, et c'est public, hein, c'est un texte qu'il écrit, c'est un discours, je crois, qu'il fait, j'ai pas réussi à le retrouver juste avant, mais je crois aux militants jeunes suisses, parce qu'il est en Suisse. Et il leur dit, vous les jeunes, vous verrez la Révolution, pas nous. On ne verra pas de notre vivant. Il ne se préparait pas à la Révolution imminente, en fait. Et le défaitisme révolutionnaire et le mot d'ordre de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile était un outil pour regrouper des cadres sur un programme net qui se différencie du Marais. Ce n'est pas autour de ces mots d'ordre-là qu'ils ont gagné une majorité dans la classe ouvrière. C'est avec ces mots d'ordre-là qu'ils ont regroupé le parti, en gros, et l'international, qui a permis d'organiser les masses. Mais je suis très schématique, mais les masses ont été gagnées autour de tout le pouvoir aux soviets. Vous voyez, pour pouvoir dire tout le pouvoir aux soviets, il fallait être capable de s'opposer à son propre impérialiste. Mais Trotsky dit, si on veut prendre le pouvoir, et l'objectif de Trotsky, c'était, il disait, la Deuxième Guerre mondiale ouvre la possibilité de la prise du pouvoir. Il dit, il va falloir s'impliquer dans l'affrontement militaire. Et il développe ce qui s'est appelé la politique militaire prolétarienne. C'est très étonnant, c'est très déroutant aussi. Je le fais que l'indiquer, sans dire c'est génial, c'est super, il avait raison, il avait tort. Je dis juste que Trotsky dit, c'est pareil, c'est un peu comme Lénine, juste avant d'être assassiné, il commence à élaborer, tu fais ah tiens, c'est ouf. Au moment où il était en train de dicter les textes ou codifier cette politique militaire prolétarienne, il est mort. Il est mort assassiné, lui. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on doit revendiquer pour l'ensemble de la population une formation militaire classique. Mais il dit aussi il faut revendiquer des officiers ouvriers. Dans l'armée, il doit y avoir des officiers. Étonnant. Et il dit ces officiers et ces soldats doivent être formés par les organisations ouvrières. Bon, à l'époque, il parlait de ça aux États-Unis, il parlait de ça dans des pays qui sortaient de gros soulèvements de grève. Ce n'était pas Martinez qui te fait une formation sur le SO, etc. Hein. Bon. Mais la démarche, elle est là. C'est nous devons être capables de mener notre propre guerre. C'est différent. C'est très étonnant. Et il disait, il va y avoir un soulèvement des masses paysannes et ouvrières contre l'occupation nazie. Il a eu raison, c'est ça qui s'est passé. Et ce soulèvement-là a eu un impact, a ouvert des possibilités révolutionnaires. Bon. Et il y a eu un débat, si vous voulez, en gros, les positions des trotskistes, pareil, je vais être très, très, très caricatural. On a eu deux positions opposées, différentes de celles de Trotsky, qui étaient de dire, si tu prends les trotskistes français, mais c'était un peu pareil partout, ils disaient, ah, il y a l'invasion nazie, ça transforme, il y avait ceux qui disaient, du coup, on est devenu une nation opprimée, du coup, on peut s'allier avec la bourgeoisie française. Et il y avait les autres qui disaient, on s'en fout, de toute façon, la France est encore un pays impérialiste, qu'est-ce qu'on s'en fout de cueillir des soldats allemands dans les rues? Ouais, ok, ça, on doit continuer à faire des bulletins de boîte. Je suis un peu caricatural, mais pas tant que ça. Et au final, les deux positions ont évolué. Mais au départ, et c'est vrai que c'était difficile, c'était pas de dire, il faut nous-mêmes, tu vois, le truc de Trotsky, de dire il faut mener une politique militaire prolétarienne. C'était pas du tout ça. Ça ne veut pas dire que c'était complètement con, ce qu'ils ont fait. Hein. Je vais donner deux exemples. Héroïques.
il y a eu un tout petit groupe, les trotskistes bretons, ont été capables d'organiser en gros une cinquantaine de soldats allemands sur l'idée de dire il faut fraterniser et se soulever contre nos généraux, vous et nous. Bon, c'est quand même pas du chauvinisme, hein, c'est l'inverse même. Donc je veux dire, c'est pas parce que tu n'étais pas d'accord avec Trotsky que tu faisais forcément complètement de la merde. Et l'autre groupe, qui dans le futur 92, en disant on le fait dans les boîtes, mais qui au moment où l'ambiance devenait insurrectionnelle, a dit, a plutôt à Suresnes, dans les usines de l'Ouest parisien, a dit on fait des groupes armés. Et qui ont été en capacité de mener des affrontements armés à partir de groupes d'entreprises. C'est pas dégueu non plus. Voilà, donc bref, je m'arrête là-dessus. Juste pour dire que la question de l'impérialisme, voilà, il faut la voir de manière vivante et essayer de comprendre la configuration qu'elle prend pour tenter d'y formuler une politique. Et aujourd'hui, et je conclue sur tout ça, c'est quoi les différences avec l'époque de Lénine, en gros? On les connaît tous et toutes. Maintenant, il y a des États-nations partout. Il n'y a plus rien à conquérir, quasiment. Il y a encore des colonies, mais c'est des confettis. Première différence. Deuxième différence, ce n'est pas simplement qu'il y a des pays formellement indépendants, c'est que les capitaux qui s'exportent, aujourd'hui les plus forts taux de croissance et d'industrialisation sont dans les pays du Sud. C'est très différent d'auparavant. Une bonne partie de la classe ouvrière, les gros bataillons sont pas ici, ils sont là-bas. Deuxième différence. Troisième différence. Non. Ressemblance totale, pour le coup. Marx, quand il verrait l'universalisation, la généralisation il avait prédit l'universalisation constante de la domination du capital. Les séries, bref, c'est aussi ça qu'on vit. La domination du capital financier, ça c'est complètement comme... et Kautsky n'était pas complètement tort. Il y a eu des traits ultra-impérialistes. Grosso modo, pendant des décennies, la communauté d'intérêts entre impérialistes, c'est ce qui a prédominé. Personne ne croyait à des guerres entre impérialismes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La France, qu'est-ce qu'elle fait, la France de merde? Elle fait des raids militaires. Il n'y a pas beaucoup de pubs autour de ça, mais si vous allez sur le Facebook de l'armée, ils vous le disent. Ils envoient des paras aux frontières de l'Ukraine. Ils disent en 6 heures, ce n'est pas 24 heures, comme la résolution de la deuxième internationale, mais en 6 heures, on est capable d'envoyer 100 paras à la frontière de l'Ukraine. Et ils s'en vantent. Bon, mais ça, c'est les petits joueurs. L'OTAN, à leur dernière réunion, l'ordre du jour, ce n'était pas juste la Russie, ils ont mis un point à l'ordre du jour de la Chine. On a un problème avec la Chine. La Serbie et le Kosovo, là, la semaine dernière, l'OTAN qui dit ouais, si ça continue là, on est prêt à intervenir. Moi perso, j'aurais jamais, je me serais. Et là, Taïwan, je ne sais pas si vous avez vu, en réponse à une visite de la représentante de l'impérialisme états-unien, Nancy Pelosi, au moment même où on parle, il y a des manœuvres assez massives de l'armée chinoise. Alors je ne veux pas faire l'anti-chinois, c'est pas ça, mais qui dit bah oui, en réponse aux provocations américaines, on envoie des centaines de soldats faire des exercices militaires. Si on fait ça en bas de chez toi, si on avait l'extrême droite ou la droite qui faisait des exercices militaires pas loin de notre local, on prendra ça comme quelque chose, ça ne nous ferait pas plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pas pour dire que c'est la guerre demain, mais on voit que, comment dire, l'impérialisme qui avait sacrément évolué, avec y compris un super impérialisme qui dominait en grande partie les autres, l'impérialisme américain, c'est plus disputé, et on revient. Et quelque part, ils avaient peut-être raison, Hilferding, Lénine et compagnie, en disant que génétiquement, l'affrontement entre grandes puissances, il était inscrit dans les gènes. Donc ce n'est pas pour dire demain on va avoir la guerre comme la Première Guerre mondiale, mais des formes de conflit sont inévitables. Est-ce qu'ils seront armés? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a des formes de conflit qui sont inévitables. Et dernier mot, désolé, parce que tout ça, au final, est-ce qu'on peut gagner? Est-ce que c'est possible? Eh bien, la meilleure source sur est-ce que c'est possible de gagner contre cette énorme machine qui est en train de muter, qu'on a du mal à comprendre,
c'est bien beau tout ce qu'on te raconte, mais comment on l'analyse aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis tombé complètement par hasard sur un texte écrit par 2 officiers, un de l'armée américaine et un de l'armée canadienne. Extrêmement intéressant. C'est un texte de militaire qui s'adresse à des militaires et qui dit, voilà, on fait le bilan de toutes les formes de guerre urbaine, de guérilla, si vous voulez, pas juste de guérilla, mais de bataille qu'il y a eu depuis Stalingrad jusqu'à Daesh. En gros, quand il y a eu 2 forces armées qui sont affrontées dans des villes. Et ils disent même, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu une force armée qui se battait contre une force d'invasion, contre une force offensive qui attaquait la ville. Et ils disent, de manière extrêmement nette, la défensive est la forme de guerre qui est la plus gagnable, en général, et la défensive en zone urbaine, est la guerre par excellence qu'il est possible de gagner. Et ils font, je n'ai pas le temps de vous dire, ils parlent des techniques, ils disent oui, à Stalingrad, ils ont fait comme ça, oui, en Italie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait comme ça, oui, Daesh, à tel endroit, ils sont cachés des drones comme ça. Et moi, en lisant le truc, je me suis dit, punaise, ils sont en train de dire que nous, on pourrait gagner contre eux. Que nous, on pourrait gagner contre eux. Ils ont beau avoir les armes les plus puissantes, les plus ouf, à envahir un machin, à se faire la guerre entre eux, même eux, par inadvertance, vendent le poteau rose et disent qu'ils ne sont pas invincibles. Et quelque part, c'est ça la conclusion principale.